Nicolas Dupont-Aignan, vu qu'il est très, il est à fond. Est-ce qu'il est Brexit, Nicolas Dupont-Aignan Frexit, pardon. Mais en fait, les politiciens qui critiquent l'Union européenne, pour moi, pour moi, c'est la base. Pourquoi? Parce que les droitards, ils trouvent qu'il y a trop d'immigrés. Les gauchistes, ils trouvent qu'il n'y a pas assez d'immigrés. Les droitards, ils trouvent qu'il y a trop d'impôts. Les gauchistes, ils trouvent qu'il n'y a pas assez d'impôts, qu'il n'y a pas assez de redistribution. D'ailleurs, Asselineau est super populaire au Maroc. Je savais pas. Mais genre, quand je parle à des Marocains, ils sont très fans de Asselineau, je sais pas pourquoi. Ne veut pas le président. Ok, merci, tu me le confirmes. Donc plutôt Philippot. Donc en fait, ouais, voilà. Donc chacun veut certains trucs. Sauf que, qu'on soit clair. Je vous donne un exemple. Par exemple, la réforme des retraites. La libéralisation de la finance et de l'économie. La suppression progressive de l'État social. La suppression de notre modèle enfin, du modèle français de sécurité sociale qui n'existe partout, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Tout ça, on ne peut rien décider dessus tant qu'on est dans l'Union européenne. On ne peut pas décider de tout ça. Pourquoi? Parce que c'est des traités européens. Macron, on lui crache à la gueule, bon, parce qu'il le mérite, mais on lui crache à la gueule parce que on l'accuse de faire des trucs, alors que le mec il fait qu'appliquer l'Union européenne. C'est le larbin de von der Leyen, Macron. Donc c'est pour ça, et surtout pour moi, il faut revenir à un modèle d'État stratège, où c'est un État qui conduit, qui conditionne l'économie, enfin pas qui dirige, qui conditionne l'économie. C'est-à-dire qu'il donne les grandes orientations économiques, il dit ce secteur-là, il faut le développer, ce secteur-là, comment on va faire? On va faire ça avec des prêts, on va faire ça avec des incitations, on va faire ça en modulant les bassins d'emploi. Tout ça, c'est impossible sur l'Union européenne. On ne peut pas reprendre le contrôle de notre économie et de encore l'industrialisation. On ne peut pas s'industrialiser avec l'Union européenne. Penses-tu pas justement que la France s'affaiblit en sortant de l'UE? Non, la France ne s'affaiblit pas, au contraire. La France, en fait, c'est un choix politique. On n'est pas obligé de quitter l'Union européenne. On peut simplement décider de ne pas se conformer au traité. L'Union européenne ne peut rien faire face à la France. Enfin, c'est la France quand même. C'est pas, c'est pas le Kosovo. Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'Union européenne, ils ont même pas d'armée. Ils ont même pas de vrai système juridique. La raison pour laquelle, niveau système juridique, on a des lois qui sont interposées, qui sont transposées dans le droit national, parce que parce que les politiciens le décident. Une directive européenne n'a rien de valeur juridique. Une loi européenne, ça n'existe même pas. Donc non, la France ne s'affaiblirait pas. Au contraire, je pense qu'elle s'affaiblit avec l'Union européenne. Ce qui a fait le déclin de la France, surtout au niveau économique, c'était purement l'Union européenne. Les réformes qu'on a mises en place à partir des années 80 pour libéraliser l'économie, c'était pour rejoindre l'Union européenne ensuite par la suite. Le fait que niveau région, ce soit n'importe quoi, c'est pour l'Union européenne aussi. Plein de trucs qu'on a fait en France, c'était pour l'Union européenne. Donc, il y a des pays qui s'en sortent très bien sans rejoindre l'UE, la Suisse par exemple. Puissance fortement déclinante et seule c'est dur. Oui, mais l'Union européenne, ce n'est pas une union. Putain, mais j'ai l'impression de parler comme Borat. L'Union européenne, pas union. L'Union européenne, ce n'est pas une union. J'aurais été plus réceptif à ce que tu dis avant le Covid, sauf que le Covid nous a montré un truc, c'est qu'en temps de crise, c'est chaque pays pour soi. Grosse concurrence des pays. Et même en dehors du Covid, il y a une énorme concurrence entre les États, par exemple, au niveau de l'énergie. La France, ils veulent rabaisser la France au niveau de l'Allemagne, au niveau de l'énergie. En gros, la France est considérée comme le mauvais élève de l'Union européenne parce qu'on a trop de nucléaire et que le nucléaire c'est pas bien. Il faut privilégier les énergies renouvelables. Alors que on n'a pas besoin des énergies renouvelables en France. On a le nucléaire, c'est suffisant. Mais ils veulent nous faire passer un modèle allemand, où l'Allemagne, je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, l'Allemagne, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, ok, on va fermer, Merkel, en 10 ans, a fermé toutes les centrales nucléaires. Résultat, leur bilan carbone a fait, comme ça, parce que ils ont dû rouvrir des centrales à charbon. C'est une histoire qui est très connue et qui est très parlante. Et ils veulent qu'on fasse pareil. Vraiment, la France est constamment en conflit avec les autres. Et là, encore une fois, merci. Enfin, on va dire, parmi les rares fois où je peux saluer le gouvernement macroniste, c'est qu'ils ne fléchissent pas. Par contre, ils refusent de rouvrir de nouvelles centrales. Mais ils sont, par rapport à l'énergie, j'ai un peu perdu le fil. Oui, la France a une stratégie complètement différente. Et elle est incompatible avec les autres pays. Du moment où tu as des pays qui se disent unis, c'est qu'en fait, j'ai un problème. J'aurais pas de problème avec l'Union européenne si c'était une vraie union. Or, là, il y a peut-être un domaine dans lequel je défendrais l'Union européenne. Et là, encore une fois, tu n'as pas du tout besoin d'avoir une structure bureaucratique tentaculaire comme ça pour l'avoir. C'est la concurrence.
la Commission européenne, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à la concurrence dans le monde, et je précise bien dans le monde, parce que tu avais les autorités européennes de la concurrence, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs par pays même, les autorités européennes de la concurrence ont fait énormément contre les cartels, contre les ententes, contre tout ce qui est pratique illicite qui réduit la concurrence dans une économie. Ça, c'est très bien. Sauf que on n'a pas besoin de l'Union européenne pour ça. On n'a pas du tout besoin. Enfin, c'est à quel moment tu as besoin d'avoir une monnaie unique pour avoir une politique de concurrence unifiée. La monnaie unique, justement, parlons-en, elle a été indexée pour correspondre au Deutschmark. Si je me rappelle bien, c'était la monnaie de la RFA. Mais sinon, non, l'Union européenne, c'est pas parce qu'ils ont des représentants qui vont à l'OCDE, qui vont au sommet du FMI, qui vont dans les grandes instances internationales comme ça, au Forum économique mondial, c'est pas parce qu'ils représentent les pays européens qu'ils y vont que forcément l'Union européenne est une puissance diplomatique. L'Union européenne est une puissance diplomatique si on la laisse être une puissance diplomatique. Et même la diplomatie, la France laisse très peu l'Union européenne la représenter. À chaque fois que l'Union européenne envoie des gens pour la représenter, il y a la France aussi qui envoie des ministres, qui envoie Macron, qui envoie des ambassadeurs. C'est que même officiellement, oui, je suis contre l'Union européenne. Je suis contre l'Union européenne. Pour moi, je vais pas vous faire tout le détail, mais pour moi, c'est la majorité des problèmes en France qu'on a au niveau économique, au niveau social, au niveau identitaire, plein de trucs. On ne peut pas résoudre, c'est pour ça que je suis pour le Frexit, c'est qu'on ne peut pas résoudre ces problèmes tant qu'on est dans l'Union européenne. Impossible. Je serais convaincu que la France s'affaiblit en sortant de l'Union européenne si, au contraire, on me prouve qu'il s'est renforcé en entrant dans l'Union européenne. Je parle de l'Union européenne. Maastricht. 92. Pas avant. Ce qui était avant était plutôt cool, je trouve. Je pense au contraire que la France a beaucoup perdu en entrant dans l'Union européenne. Elle a perdu surtout énormément de puissance diplomatique. C'était la France et maintenant on est réduit à être un larbin des États-Unis. Niveau diplomatique, l'Allemagne, ils ont intérêt à être un larbin des États-Unis. C'est pas qu'ils ont intérêt, c'est que ça rentre dans leur logique géopolitique. La France n'a pas d'intérêt à être un larbin des États-Unis. Et même sans aller dans des trucs typiques du souverainisme, l'Allemagne est un ennemi de la France, on va dire. Enfin, je pense que c'est pas pour faire la germanophobie primaire, mais l'Allemagne et la France ne seront jamais d'accord. Le plan de relance, est-ce qu'on l'a vu, le plan de relance? Le plan de relance, c'était tout simplement ce que la Banque Centrale Européenne faisait depuis toujours, depuis son existence, mais à plus grande échelle. En gros, la Banque Centrale, ce fameux plan de relance, c'est juste qu'ils ont décidé d'ignorer les 2% de taux d'inflation maximum. Parce que normalement, une banque centrale, c'est elle qui permet de distribuer la monnaie dans un pays. C'est elle qui décide, qui dit on aura tel degré de croissance, on aura tel degré d'inflation, on aura tel degré de chômage. Enfin, tous ces indicateurs. Normalement, une banque centrale européenne essaie de diminuer l'inflation, de faire une balance entre l'inflation et le taux de chômage. Puisque plus d'inflation, plus d'argent, de monnaie qui est injecté dans un pays, ça veut dire plus d'inflation, vu que tu augmentes la masse monétaire, donc le billet, sa valeur, elle chute, enfin, elle baisse. Donc ça fait de l'inflation, les prix augmentent. Mais tu crées des emplois, donc tu as moins de chômage. Sauf que la Banque Centrale Européenne, c'est là où on voit que les institutions européennes sont complètement mal foutues, c'est qu'en fait, elle n'a pas d'autre objectif que l'inflation. Il ne faut pas dépasser 2% d'inflation. Alors que je vous rappelle, la France, dans ses périodes les plus fastes économiquement, surtout les 30 glorieuses, des fois c'était 7 à 10% de taux d'inflation. Et il n'y avait aucun problème. L'inflation, ça n'a pas été un problème pendant les 30 glorieuses. Même en 73, c'était pas l'inflation le problème. En 73, c'est-à-dire la fin des 30 glorieuses avec le choc pétrolier. Qui est complètement exogène là pour le coup, c'était pas des problèmes structurels, et c'était purement conjoncturel les problèmes qu'il y avait en 73. Donc, parce que je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout de l'école néolibérale ou l'école néoclassique, ce que vous voulez, qui aiment bien attribuer à la politique expansionniste de la France, des pays européens, ils aiment bien lui attribuer la cause de la crise. Non, la crise a été causée en grosse partie par le choc pétrolier. La Banque Centrale a cet objectif de 2% d'inflation, et là, regardez tous les pays, est-ce qu'il y en a un seul qui est en dessous de 2% d'inflation? Voilà. Et même les 2% d'inflation de la Banque Centrale Européenne, c'est genre le maximum. Sauf que là, la Banque Centrale Européenne, avec le fameux plan de relance, non, c'est juste que la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce qu'elle fait pour relancer l'économie? Elle baisse les taux d'intérêt
C'est comme ça que tu crées de la monnaie. Hein. Si tu veux savoir comment créer de la monnaie, c'est les banques qui prêtent de l'argent, le crédit. Les entrepreneurs, les gens qui demandent des crédits à la consommation, c'est comme ça qu'on crée de l'argent. C'est la seule manière de créer de l'argent. Et tu détruis de l'argent à l'inverse. À part si tu as un état comme le Venezuela où là tu es obligé de cramer des devises, tu détruis de l'argent en remboursant des prêts. C'est comme ça. Sauf que là, ça fait même avant le Covid. C'est un problème qu'on a avant le Covid. Les taux d'intérêt sont négatifs. C'est-à-dire que si tu veux prêter, donc bien sûr il n'est pas négatif sur papier, mais le taux de le prêt est inférieur au taux d'inflation. C'est-à-dire que du coup tu gagnes de l'argent en fait. T'as un prêt qui est valeur négative. C'est-à-dire qu'on te paye pour prêter, pour emprunter de l'argent. Et ça suffit pas. Pour l'instant, on a essayé de faire une politique de l'offre, c'est-à-dire une politique où en gros on essayait de stimuler les entreprises en facilitant le prêt, tout ça, ça ne marche pas. Et le Covid a énormément, parce que là du coup on a de l'inflation mais sans croissance. Alors en France ça va, au niveau de l'inflation, parce qu'on a le nucléaire. Mais en Europe, on a de l'inflation, mais sans croissance. Et ça, c'est désastreux, parce que ça peut nous conduire après vers une déflation. Et la déflation, c'est le pire truc qui puisse arriver à une économie. Donc, la Banque Centrale Européenne n'est même pas capable de respecter ses propres engagements. Et même, dès qu'elle dit « Ok, c'est bon, vous faites un peu ce que vous voulez », c'est vu comme étant un gros truc, genre le plan de relance. Est-ce qu'on l'a vu, le plan de relance? L'ancienne ligne de la LFI était vraiment bien avec Kuzmanovic. Mais oui, pourquoi tu crois qu'il y a autant d'anciens gauchos qui maintenant sont de droite genre souverainistes, RN, tout ça? C'est parce que c'est des anciens qui sont déçus, donc qui sont radicaux, mais qui sont et populistes, mais qui sont déçus de LFI. Changer l'Union Européenne, c'est impossible. Changer les traités, tous les textes qui régissent, les institutions qui régissent l'Union Européenne, c'est pas possible. Vraiment, je vous défie de prendre un compte rendu d'une séance du Parlement européen. Vous allez rien comprendre. Et je vous mets au défi de prendre des papiers de la Commission européenne. Vous allez rien comprendre. C'est fait pour être incompréhensible. Les bâtiments de l'Union européenne sont immenses. Immenses. Pardon. C'est des énormes bureaucraties tentaculaires, franchement. Moi, ça me dérangerait pas de bosser pour l'Union européenne, pour comprendre comment ça fonctionne, tout ça, parce que c'est très intéressant en fait. Mais par contre, non, clairement, faut que ça disparaisse. Hein. Sur le court terme, on risque d'avoir une crise économique, mais est-ce que ça peut être pire que maintenant? Là déjà, on a une Union Européenne qui pendant des décennies, ils ont fait le choix de se concentrer sur une politique d'austérité. Bah là, on voit le résultat, et surtout une politique de libéralisation, de désindustrialisation. Il y a un mec qui est germanophobe à fond. Genre dans sa tête, c'est 1871, ouais, t'en as des mecs qui sont genre giga germanophobes, genre qui considèrent qu'on n'aurait jamais dû faire la paix avec l'Allemagne, qu'il faut partitionner l'Allemagne en plein de châtelleries différentes. Enfin, t'en as qui vont vraiment loin. Hein. La solution pour lutter contre l'inflation, tu augmentes les taux d'intérêt. Et c'est ce que fait à chaque fois, c'est ce qui est l'élément annonciateur d'une crise, c'est quand les banques centrales, la Fed aux États-Unis, augmentent les taux d'intérêt pour éviter le prêt, pour éviter l'émission d'argent. Ça, c'est la solution, donc la première solution contre l'inflation. Mais là, concrètement, pour arrêter une inflation qui n'a pas été causée par une croissance économique, historiquement, pour baisser l'inflation, faut baisser. Mais après, c'est mécanique, il faut baisser l'argent qui est en circulation. Rien que le marché européen de l'électricité est une hérésie. Je vais vous montrer un truc. À ceux qui pensent que voilà, l'Union Européenne, que c'était incroyable, que c'est incroyable parce que ça permet de... Voilà les conséquences directes de l'Union Européenne. Je vais pas vous prendre pour des cons, vous avez compris ce schéma. C'est qu'avant c'était super simple. Et là, avec l'ouverture à la concurrence, sachant qu'on ouvre à la concurrence un marché comme l'électricité qui demande énormément d'investissement en infrastructure, un truc comme l'électricité, mais à quel moment tu te dis que la concurrence, ça va être bénéfique? Regarde ça. Et moi, j'ai jamais eu de problème au niveau de l'électricité. Enfin, si, j'en ai eu. Mais justement, c'est à partir du moment où je me suis reçu une grosse facture sa mère que j'ai commencé à me calmer au niveau de la consommation électrique. Là, ça va, je gère bien. Mais t'avais plein de gens, des familles, donc c'était très difficile de moduler leur consommation d'électricité. Ils appelaient EDF pour leur dire alors, oui, salut, pourquoi est-ce que j'ai un prélèvement de 1200 € rien que pour ce mois-ci sur mon compte? Et non, justement, ils appelaient pas EDF, ils appelaient un concurrent. Et les concurrents leur disaient ouais, désolé, je devrais pas vous dire ça, mais je vous conseille de vous tourner vers le fournisseur historique. T'as des entreprises, des fournisseurs d'électricité maintenant qui te disent d'aller vers EDF. Voilà. C'est genre, bravo la concurrence. Voilà l'impact de l'Union Européenne.
L'Union européenne, c'est pas seulement Erasmus et les prises uniques pour les portables, hein. C'est ça. C'est ce truc de merde là.